quelques années à la machine à lire où tu étais venu présenter ton livre Les dessous de la cacophonie climatique. Donc cela fait quelques années et c'était dans le cadre de l'Union rationaliste avec Espace Marx, Aquitaine Bordeaux-Gironde et le Cercle Condorcet 33. Alors Sylvestre Huet est un journaliste connu et réputé et par ailleurs il a eu le prix de l'Union rationaliste aussi il y a quelques années. Alors, ce journaliste scientifique qui a travaillé au Monde, à Libération, je te prie de m'excuser, à Libération pendant de nombreuses années, anime aujourd'hui, bien, anime aujourd'hui un blog que vous trouverez, c'est un blog qui est, comment dirais-je, hébergé par le journal Le Monde. Et il suffira de faire Sylvestre Huet blog Le Monde et vous tomberez sur son blog qui est très intéressant et que je vous invite à regarder. En général, Sylvestre dépose un ou deux articles tous les mois tout à fait intéressants. Aujourd'hui, Sylvestre, tu vas nous parler de l'égauche au défi de l'expertise scientifique et tu pointes deux aspects du problème que j'ai essayé de mettre en avant avec la notion d'éducation populaire. Et voilà ce que tu dis, c'est lorsque les responsables politiques éloignent la société des connaissances scientifiques, cela accroît l'écart déjà abyssal entre le savoir constitué détenu par les scientifiques et l'ensemble de la population. Cela va du chef de gare au président de la République. Et permettre à la société d'avoir des débats sérieux sur les technologies, c'est une clé pour la démocratie de demain, ce que je pense profondément. Par exemple, la décroissance des consommations de matières premières et d'énergie comme d'espaces naturels est une nécessité absolue à l'échelle planétaire si l'on ne veut pas si l'on veut que nos civilisations durent. Mais cette vision n'a pas de sens pour les 2 milliards d'êtres humains, dont 800 millions qui ont faim, qui survivent avec quelques euros par jour. Quant aux sociétés à forte consommation, aucune force politique n'est en mesure de les convaincre d'opter pour la sobriété. Tu rejoins un petit peu ce que dit par ailleurs un certain Jean Covici et voilà, on va s'arrêter là parce que je pense que les questions que tu soulèves me paraissent absolument fondamentales et je crois aussi qu'on pourrait aussi peut-être à un moment donné aborder la question de ce qui s'est passé avec la Convention climat qui personnellement me paraît extrêmement intéressante. On en a un tout petit peu parlé avec Philippe Gounet juste avant. À toi, s'il te plaît, Sylvestre. Okay. Jusqu'à 11 heures à peu près. Hein. Oui, je vais peut-être faire plus court pour favoriser, on n'est pas nombreux, pour favoriser les échanges. Je vais raccourcir ce que j'avais prévu de dire et qui d'ailleurs a un branchement avec la discussion qui vient d'avoir lieu, notamment sur les questions de l'intégrité dans la production scientifique et la relation entre cette nécessaire intégrité et l'usage des technologies par les sociétés. Et évidemment la question de la diffusion des connaissances dans la société. Alors pour ceux qui voudront avoir une lecture, on va dire, plus structurée et plus complète de ce que je veux dire sur le sujet, je vous mets un lien dans la discussion vers un des articles que j'ai publié là-dessus. C'est un article qui a été publié dans la revue La Pensée et qui est, je pense, l'expression la plus complète dans le cadre d'un article de revue qui doit faire 35 000 signes de ce que je pense sur le sujet. Et puis, pour ceux que ça amusera peut-être, je vous mets un deuxième lien qui est une lettre ouverte que j'avais faite à Jean-Luc Mélenchon au début de la campagne électorale de 2017, qui était une réaction à son discours tenu sur la place de Stalingrad à Paris, que j'avais été l'écouter, quant à son propos sur les technologies et notamment sur l'énergie. Je vais juste, avant de démarrer, faire une petite incise sur la présentation de
de Jean-Claude, je n'ai pas écrit que ça sera impossible de convaincre les habitants des sociétés riches d'être sobres. J'ai écrit que ça sera impossible de les en convaincre tant qu'on n'aura pas, pour faire court et formule, supprimé les riches et la publicité. C'est pas exactement la même chose et c'est évidemment une contribution au débat sur quelle société construire pour atteindre les objectifs climatiques. Donc, en résumé très à la hache, ce que je voulais vous dire. Point 1, la plupart des concepts importants de la science, et peut-être encore plus grave, ces méthodes, sans parler des résultats, sont ignorés de la majorité des citoyens et des responsables politiques. C'est un constat qui peut sembler extrêmement dur, y compris notamment pour des sociétés comme les nôtres où la plupart des jeunes vont au moins jusqu'à 18 ans pour leur formation initiale, sans parler de l'augmentation considérable du nombre d'étudiants par rapport au nombre d'étudiants qu'il y avait quand j'étais personnellement à l'université. Et pourtant, je crois qu'il est absolument nécessaire de regarder en face cette réalité. Alors, on peut la démontrer par des enquêtes sociologiques sur le partage des connaissances par les Français, encore que je dois noter que ce sujet n'intéresse que très peu les sociologues. Les sociologues multiplient les enquêtes sur les sentiments, les opinions des Français relatives notamment à l'usage des technologies ou la confiance qu'ils accordent à tel ou tel corps de la société vis-à-vis de la science, etc. Mais alors, des enquêtes essayant de mesurer le partage des connaissances scientifiques et des méthodes scientifiques par la société, il y en a vraiment très, très peu. C'est assez curieux que cela n'intéresse pas les sociologues. Par exemple, j'ai discuté plusieurs fois avec des sociologues qui analysent des enquêtes pour l'ADEME ou pour le baromètre de l'IRSN sur les Français et la technologie, les Français et l'énergie, les Français et les risques technologiques. Il n'y a jamais de questions, ou très, très peu de questions sur les connaissances. Et pourtant, quand rarement il y en a, on est quand même sur le cul, quoi. Hein, c'est-à-dire que il y a 2 ans, je crois que c'était l'Ipsos qui a fait une enquête pour le compte de l'étude et recherche d'EDF. Ils ont demandé aux gens, est-ce que les centrales nucléaires contribuent à l'effet de serre et donc au réchauffement de l'atmosphère. Et il y a des résultats qui sont ahurissants. 63% des 18-24 ans pensent que les centrales nucléaires émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Ils avaient le choix entre beaucoup, un peu, pas du tout, je ne sais pas. 63% des 18-24 ans disent beaucoup. 55% des 25-34 ans disent beaucoup. 49% des 35-44 ans disent beaucoup. Après, de 10 ans en 10 ans, ça descend à 39, 37 et 32 pour les plus de 65 ans. Du coup, on se demande, mais ils ont compris quoi au changement climatique, tous ces gens-là? D'où vient le CO2? Qui est le problème? Et le fait que 75% des Français qui sont tout à fait contre l'usage de l'énergie nucléaire sont persuadés que les centrales nucléaires émettent beaucoup de gaz à effet de serre est évidemment un des débuts de l'explication. Mais c'est très loin de suffire. Et notamment le gradient d'âge est très clairement lié à ce qui s'est passé depuis 30 ans dans la discussion de société sur l'usage du nucléaire. Évidemment, je pourrais vous donner 1000 anecdotes de ma vie de journaliste professionnel. J'ai fait 37 ans de journaliste spécialisé en sciences. Donc faire parler des gens de la science, des ministres ou des gens de la rue, je l'ai fait beaucoup. Donc je pourrais vous faire rigoler avec ces ministres qui demandent doctement à un président du
du CNES, si les satellites, ça passe en dessous, au-dessus des nuages. Bon, ok. Mais en fait, c'est même pas la peine de faire des enquêtes de sociologie ou de s'amuser avec des micro-trottoirs. Vous-même, vous le savez. Vous êtes totalement ignorant de la plupart des sciences. Vous connaissez parfaitement votre coin de science, ça, là, il n'y a aucun doute là-dessus, sinon vous ne seriez pas au poste où vous occupez. Mais le reste, non. De la même manière, alors j'ai découvert ça au début de ma carrière professionnelle. Un jour, j'étais avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gilles Cohen-Tanucci, qui est le frère de Claude, notre Nobel de physique sur les atomes froids. Donc c'est en 87, et on parle tous les deux, il me dit « Ah Sylvestre, hier c'était génial, je suis allé à la réunion du laboratoire d'à côté où ils font de la physique nucléaire, Gilles étant un physicien des particules. » Il me dit oui, c'était très intéressant. Puis alors, le problème, c'est qu'à un moment, ils ont commencé à parler technique avec des maths, et là, j'étais perdu. Donc voilà, c'est-à-dire qu'un physicien des particules, un mec qui a fait Polytechnique et qui fait des maths de très haut niveau, parce que la chromodynamique quantique, quand même, au niveau maths, c'est costaud, eh bien, ouais, il connaît bien cette partie-là des maths, mais alors celle qu'on utilise pour faire la physique du noyau atomique, il ne la connaît pas. Donc voilà, c'est réglé ça, cette interrogation sur qu'est-ce qu'on sait de quoi. Le corpus des scientifiques et le corpus technologique qui est encore plus gros, eh bien, il est tellement gros qu'on peut l'appréhender que quand on est dans la partie dont on est spécialisé. Alors, je me rappelle qu'il y a 30 ans, Jean-Marc Lévy-Leblond faisait des réflexions sur le savoir du garagiste qui répare les bagnoles par rapport au savoir de tout le monde, etc. Mais oui, mais on en est là, quoi. Et c'est le prix à payer. La spécialisation, l'hyperspécialisation des scientifiques est le prix à payer pour leur efficacité. Alors évidemment, ça pose un problème, on va dire, culturel, académique, au sens où on peut jeter à la poubelle l'idéal de partage du savoir de Diderot et d'Alembert et de l'encyclopédie. Mais ça, je dirais que c'est un problème sérieux. On peut y répondre avec la formule de Brecht, élargissons sans cesse le cercle des connaisseurs. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est d'abord politique, urgemment politique. Parce qu'après tout, on peut se dire qu'on n'a peut-être pas l'éternité devant nous, mais beaucoup de temps pour attaquer ce problème purement académique et purement culturel, de transfert à l'ensemble des citoyens, d'avoir un partage du savoir plus large que ce qu'il est aujourd'hui. Le problème, c'est qu'au plan politique, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que depuis la révolution industrielle, s'est opérée une rupture anthropologique sans précédent depuis le néolithique. Cette rupture, c'est que dans la plupart des pays développés, notamment c'est là qu'elle est la plus grande, nous ignorons massivement l'origine de ce avec quoi nous vivons. Bon, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme il produit ses conditions de vie. Hein, je ne vous fais pas le topo Engels. Regardez autour de vous, vous êtes dans un bâtiment, une maison, un appartement, vous utilisez de l'énergie pour vivre, vous êtes habillé. La plupart du temps, vous ne savez pas d'où ça vient. Même si vous avez une idée très générale, parce que vous êtes un haut niveau d'instruction, le savoir précis de où ça vient, vous ne l'avez pas. De la même manière que 99,99999% des gens qui utilisent un téléphone portable avec le GPS ne savent pas comment ça marche le GPS. Notamment parce que si on veut savoir comment ça marche avec précision, il faut connaître la relativité générale. Parce que le décalage de vitesse entre la surface de la Terre et les satellites provoque une imprécision qui serait rédhibitoire, pas seulement pour guider un missile, mais aussi pour sa voiture. Et si on n'utilise pas Einstein pour corriger, eh bien on a 200 ou 300 mètres d'écart par rapport à la position que le GPS indique.
Alors, je ne dis pas qu'il faut que chacun résolve les équations de la relativité générale, ce n'est pas ça. Hein. Ce que je dis, c'est que la plupart des gens utilisent des technologies dont ils sont incapables de décrypter le fonctionnement au plan de la science qui est derrière et souvent aussi au plan de la technologie. Je vais prendre un exemple avec des problématiques sociétales et de liberté très importantes. Tout ce qui est informatique. Le pourcentage d'habitants des pays développés qui sont capables de définir ce qu'est un algorithme et aussi de savoir ce que peut faire et de ce que ne peut pas faire un ordinateur, il est très petit. Bon, à part les informaticiens, il y a très peu de gens qui savent le faire. Or, vu le rôle que l'informatique joue aujourd'hui dans nos sociétés, pas seulement dans la production, mais aussi évidemment dans la communication, dans le contrôle de l'information, eh bien, cette connaissance fait partie des sujets sensibles d'un point de vue de la démocratie, des libertés individuelles et collectives. Troisième point, on ne va pas s'en sortir sans beaucoup de science et de technologie. Contrairement aux rêves des écolos babacool qui croient qu'avec quelques techno low-tech, on va y arriver. Non, on ne va pas y arriver. On est 7 milliards et demi. On va être 8 milliards et demi minimum. Si on veut faire vivre ne serait-ce que décemment, c'est-à-dire que d'offrir des conditions de vie matérielles, d'accès à l'éducation, d'accès à un travail, au transport, à une vie sociale, à la culture acceptable, décente à ces 7 milliards et demi, bientôt 8 milliards et demi d'êtres humains. Il faut qu'on organise notre prélèvement sur la nature, sur les ressources naturelles, avec des technologies qui allieront l'efficacité et l'économie de matières premières et d'espace. Et ça, on ne pourra pas le faire avec des technologies low-tech. Je passe mon temps à expliquer à mes amis écolos que quand vous avez une population qui augmente et qu'elle n'est pas surnourrie, si vous voulez la nourrir normalement, il n'y a que deux solutions qui ne sont pas alternatives, bien sûr. Soit vous augmentez la surface cultivée, soit vous augmentez les rendements à l'hectare. Et pour augmenter les rendements à l'hectare, il faut de la science et de la technologie. Pas nécessairement des gros tracteurs et beaucoup d'intrants chimiques. Si vous êtes en Afrique, il y a tellement, les rendements sont tellement bas au Sahel qu'on peut les augmenter avec des technologies qui sont pour l'agriculture française low-tech. Mais quand même, il faut quand même changer des technologies et aussi des organisations sociales. D'ailleurs, ça ne se fera pas sans toucher au foncier. Mais ce qui est clair, c'est que relever les défis sociétaux, sociaux, économiques et environnementaux du siècle va réclamer énormément de savoir et de technologie, notamment parce que, on prenait un exemple simple, dans les 30 dernières années, les Chinois ont augmenté leur population urbaine d'environ 400 millions de personnes. Mine de rien, ça fait pas loin de l'Union européenne en nombre d'habitants. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque année, on a construit une ou deux ou trois, je ne sais plus ce que donne le calcul, agglomérations parisiennes. Donc vous faites un tas dans lequel vous mettez tout le béton, tout le bitume, tout le verre, tout l'acier qui existe dans l'Île-de-France. Et puis vous augmentez le tas, voilà, tous les ans. Le résultat de ça, c'est qu'il y a eu une période où la moitié des grues de chantier existant dans le monde étaient en action en Chine. C'est évident que ça signifie un prélèvement sur les ressources naturelles gigantesque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'ONU me dit, dans les 30 prochaines années, il y aura 400 millions d'urbains en plus en Asie du Sud-Est. Donc pas Chine, hein, Inde, Vietnam, etc. Donc pareil, construire l'équivalent de l'agglomération parisienne chaque année, une ou deux fois. Si on fait ça avec les technologies existantes, notamment au niveau énergétique,
bon, le changement climatique maintenu, contraint, vous oubliez, quoi. On aura un bouleversement climatique. Et alors, si les Africains se mettent à faire la même chose et que les bidonvilles de Lagos ou de Nairobi ou de Johannesburg deviennent des endroits décents pour vivre, avec les technologies actuelles, ça veut dire qu'on explosera les 5 ou 6 degrés supplémentaires de température moyenne de la planète, et que donc on oublie toute perspective de maintenir la menace climatique à un niveau gérable. Donc il faudra faire autrement. Si on veut relever ces défis, les crises écologiques, climatiques, la biodiversité, l'alimentation, l'énergie, l'urbanisation du monde, tout ça, ça va réclamer beaucoup de technologie. Alors, dans une société qui a besoin de toutes ces technologies et qui ne partage ni les connaissances de base, ni les connaissances techniques, comment on fait pour prendre des décisions pour que, un, elles soient bonnes, et deux, qu'elles soient démocratiques. Un, qu'elles soient bonnes, c'est-à-dire qu'elles correspondent à la réponse aux besoins sociaux et pas à la satisfaction d'appétit de profit des entreprises privées. Parce que ça peut ne pas être les mêmes réponses. Parfois, ça peut coïncider, hein. On peut avoir des entreprises qui gagnent de l'argent en produisant des choses utiles dans des conditions correctes, notamment quand c'est bien encadré par l'État et les réglementations. Mais la réalité oblige à dire que bah non, ça ne marche pas comme ça en général, notamment parce que l'appétit de profit conduit à la fois la volonté de créer de toutes pièces des besoins pour écouler auprès des acheteurs des marchandises dont la seule raison d'être, c'est de rapporter de l'argent. En tout cas, c'est l'objectif numéro un des sociétés, des firmes qui les produisent. Et que d'autre part, notamment dans les pays les plus développés, on est arrivé à des tels niveaux de consommation que la sobriété exigée pour résoudre les crises climatiques et écologiques passe par une réduction en valeur absolue des quantités de matières premières et d'énergie utilisées et des ressources naturelles utilisées. Ça, c'est un défi monumental qui ne peut pas être relevé dans le cadre d'une société où ce qui compte, c'est d'abord, c'est le taux de profit du capital investi. Ça, c'est complètement impossible. Donc, on a cette difficulté de choisir les bonnes technologies pour les bonnes productions en réponse à des besoins sur lesquels il faut avoir une réflexion critique dont Marx a donné les premiers éléments avec le fétichisme, etc. Et une deuxième dimension du problème, c'est comment est-ce qu'on prend ces décisions démocratiquement. L'ignorance généralisée dont j'ai parlé au tout début, elle concerne tout le monde, y compris les dirigeants d'entreprises privées et les dirigeants politiques. Donc en réalité, les dirigeants politiques, ils savent très bien qu'ils ont besoin d'une expertise des sciences et des technologies pour les aider à prendre des décisions. Et Macron sait très bien que quand il y a la crise du coronavirus qui arrive, il n'a pas personnellement les compétences nécessaires pour décider s'il fait ou pas le confinement, s'il fait ou pas des masques, s'il fait ou pas des vaccins. Aucun ministre de l'industrie n'avait les compétences en physique nucléaire pour savoir si les calculs de neutronique faits à EDF prouvant qu'on peut faire fonctionner un réacteur sans qu'il déconne, il est bien obligé de faire confiance. Donc ce n'est pas un problème auquel on peut échapper. Cette question de faire confiance à une expertise sur l'usage des technologies. Parce que les décideurs, notamment les élus, les responsables politiques, en général, ne partagent pas la science et la technologie. De toute façon, même s'ils sont spécialistes
d'une technologie, d'une science, ils n'ont pas le reste. Bon, prenons un exemple sympathique. Hubert Curien, ministre de la Recherche, est un très bon cristallographe. Ok. Mais bon, il ne connaissait rien en biologie. Hein. Et j'ai beaucoup fréquenté Hubert Curien, qui était un monsieur très, très, très respectable. Il le savait. Et donc, il organisait notamment au service du ministère toute une série de consultations visant à produire de l'expertise. Et de ce point de vue, pour la pure conjoncture scientifique, hein, ce n'est pas vraiment la technologie, mais le fait que le comité national du CNRS ne fasse plus correctement les rapports de conjoncture qu'il faisait à une époque est une perte pour la capacité de la société à disposer d'expertise où on est la science, sur quoi il faut mettre le paquet financier dans les recherches, etc. Et pour la technologie, c'est pareil. La construction d'une expertise publique qui puisse aider la société dans son ensemble, aussi bien les citoyens que les élus, que les responsables politiques, à prendre des décisions, c'est la question centrale du XXIe siècle quant à est-ce qu'on sera capable de prendre les bonnes décisions sur l'usage des technologies, utiliser, pas utiliser, utiliser dans quelles conditions, avec quel niveau, quelle intensité. Et c'est une question très difficile. C'est une question très difficile parce que construire cette expertise publique, ça ne peut pas se faire avec, dans l'improvisation, avec des corps d'expertise constitués sans un souci très minutieux de leur fonctionnement, de leur composition, de leur direction, du questionnement de la société et des dirigeants politiques à ces corps d'expertise. Si on pose mal les questions, eh bien les expertises vont être trop étroites ou trop orientées ou limitées à une seule manière de voir les problèmes. Je prends un exemple simple, le glyphosate comme herbicide et les plantes génétiquement modifiées pour en être pour les tolérer cet herbicide. L'essentiel de l'expertise publique construite là-dessus, il y en a eu une, avec même 2 agences, le Haut Conseil des biotechnologies d'un côté, l'ANSES de l'autre. Très clairement, même si au Conseil des biotechnologies, il y avait eu un conseil économique, social, environnemental, chargé de regarder autre chose que les questions notamment de sécurité sanitaire, ça a été très mal fait. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça n'intéressait pas les politiques qui ont fait le choix de l'agriculture avec très peu de bras et beaucoup de chimie, et d'une industrialisation de la production agricole qui est très fortement servie par les herbicides, quels qu'ils soient. Et donc, ça ne les intéressait pas vraiment de s'occuper de ça parce que, en fait, les études que l'INRA a faites là-dessus depuis 15 ans démontrent que si on veut faire autrement, si on veut utiliser beaucoup moins, voire pas d'herbicides à cause des problèmes que ça pose, eh bien, il faut s'attaquer au système agraire, il faut changer la politique agricole commune, il faut modifier la chaîne de valeur dans l'agriculture et il faut déspécialiser les territoires. Si vous regardez une carte de France des élevages et une carte de France des grandes productions céréalières, vous allez voir qu'elles sont dichotomiques. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de production céréalière, il n'y a pas d'élevage, et inversement, alors que, en fait, on sait depuis le néolithique que ce qu'il faut faire bien, c'est mélanger les deux, dans la diversité. Et ça, c'est depuis Darwin que l'outil principal de lutte contre les ravageurs, qui sont la conséquence inéluctable de tout geste agricole, eh bien, c'est la diversité dans l'espace et le temps des cultures, de manière à dérouter les ravageurs. Seulement ça implique un système agraire qui n'est pas très capitaliste, quoi. Parce que ça veut dire qu'on ne prend pas comme profit immédiat et rapide le premier critère de choix de l'organisation du système agraire. Je vais m'arrêter là, je pourrais continuer très très longtemps, évidemment rien qu'avec mes histoires de mon expérience de journaliste.
Mais ce qui est clair, c'est que les gauches, comme je vous l'ai dit dans le titre, ne sont pas dans la même situation vis-à-vis de cette problématique des technologies et de l'expertise. Pourquoi ? Parce que les socialistes, ils ont fait le même choix que la droite. Laisser les clés du camion au capital, y compris pour ça. Du coup, ils ont un petit peu moins besoin d'expertise, paradoxalement. Ils en ont besoin quand même, hein, évidemment, il faut gérer la société. Mais en gros, les socialistes comme la droite ont décidé que c'est les grosses entreprises du CAC 40 qui décideront si on produit ou pas en France tel ou tel produit manufacturé ou telle matière première. Et qu'il faut laisser au marché international le soin de décider où il faut produire quoi et avec quelle technologie. Parce qu'ils croient que c'est la bonne solution. C'est la philosophie qui est derrière le fameux crédit d'impôt recherche. Hein. Que, toute innovation est bonne. 2, toute innovation est tellement bonne que même celles qui sont conçues par les entreprises privées sont nécessairement bonnes pour la société. 3, au point qu'on va récompenser par des deniers publics toute innovation décidée, faite par une société privée sans se demander une seule seconde si cette innovation est socialement utile. C'est ça la philosophie du crédit d'impôt recherche. Alors quand Curien l'avait décidé, il était parfaitement conscient du problème que ça posait. Et donc du coup, pour le limiter, ils avaient décidé de réserver le CIR aux PME en gros, avec un plafond. Et c'est Sarkozy qui a fait sauter le plafond et fait passer la dépense publique de 1,5 milliard à 6,5 milliards d'euros. Sauf que les 4,5 milliards en plus sont intégralement allés aux grands groupes. Avec le déplafonnement. Et, comme vous l'avez remarqué, ni Hollande ni Macron n'ont remis en cause ça. C'est la philosophie qui est derrière. Donc, d'une certaine manière, les socialistes ne se posent pas la question que je pose. Et il faudrait que la gauche qui se réclame de la transformation sociale, donc les communistes, les insoumis, tous les écolos vraiment de gauche, ça existe, soient un peu plus sérieux avec cette affaire. Je vais vous prendre le cas de Mélenchon. En 2012, je suis à Libération, il est invité de la rédaction pour une demi-journée complète d'interviews collectives. Après, derrière, 3-4 pages dans le journal, etc. À l'époque, on faisait ça avec tous les candidats presque, enfin les grands candidats. Voilà. Il est interrogé sur l'énergie. Qu'est-ce qui sort ? Il dit oui, on peut faire toute l'électricité française, toute l'électricité dont la France a besoin avec de la géothermie. Bon. Je ne sais pas ce que vous connaissez de la géothermie, mais je vais vous le faire en deux secondes. Moi, je connais. Je suis allé en reportage plusieurs fois au seul endroit de France où on fait des expériences pour de la géothermie en roche sèche, enfin le truc qui pourrait permettre de faire de l'électricité sans avoir la nécessité d'avoir beaucoup d'eau dans le sous-sol qui sort toute chaude. Bon. Même les fadas de cette technologie, des BRGM, etc., ils n'ont jamais rêvé faire plus de 10, 12, allez, 15% en rêvant de l'électricité française en mettant ça à peu près partout où on pourrait en mettre en France. Bon, en 2017, il revient, même topo, il est interrogé sur l'énergie. Qu'est-ce qu'il nous sort ? Oui, on va faire toute l'électricité française avec des éoliennes offshore. Et on peut le faire en 10 ans. Remplacer en 10 ans les moyens de production actuels. C'est du haut délire, quoi. Et le problème, c'est que quand on regarde les propositions pour l'industrie et pour la technologie des insoumis, du Parti communiste français qui essayent, certains, il y a des gens au Parti communiste français qui essayent de faire correctement le boulot. Je vous invite à regarder le plan de sortie de crise sanitaire qui a été travaillé par le groupe parlementaire. Il est pas mal. Je leur ai dit notamment de s'inspirer de ce qui est écrit par le Haut Conseil pour le climat dans la partie climatique. Ils l'ont fait, c'est très bien. C'est pas mal, mais enfin, c'est quand même très rudimentaire. Hein. Quant à LFI, c'est pire que tout, quoi. Il y a une incapacité très élevée de la gauche de transformation sociale à se saisir de la problématique de la science, de la technologie et de la production
Or, ça, c'est l'assurance de l'échec. Parce que pour faire quelque chose, imaginons que la gauche de gauche prenne le pouvoir en France, on va se cogner le mur de l'argent comme jamais, comme en 1936, comme à d'autres périodes de l'année, de l'histoire. Les capitalistes du monde ne vont pas nous laisser faire. Un exemple attractif de transformation sociale vers le socialisme. Et donc, notre capacité à le faire va essentiellement dépendre de notre indépendance économique. Et l'indépendance économique est très liée, eh bien, tout simplement à la capacité de ne pas être dépendant d'importations qui se feront dans un cadre capitaliste. Alors, quand un pays comme la France importe plus de 95% de ses matières premières et énergétiques, ça veut dire que, comme on ne peut pas changer ça, même en 10 ans, ça veut dire qu'il faut continuer à pouvoir se les payer à l'étranger. Pour se les payer, il faut de la monnaie qui vaut et il faut de l'export pour équilibrer la balance. Aujourd'hui, la valeur de notre monnaie, elle est en grande partie liée à la capacité exportatrice hors UE de l'Allemagne, parce que c'est ça qui fait, c'est la balance commerciale d'un pays qui fait en grande partie la valeur de sa monnaie. Et puis, pour ce qui nous concerne, ce que nous, on produit et qu'on exporte qui contribue à cette valeur, c'est quoi? C'est Airbus, les avions qui changent le climat, c'est les armes, c'est le luxe, le VMH, et c'est le blé, le vin, les alcools. Toute production qu'on voudrait voir décroître dans un modèle socialisto-écolo. Donc, affronter ces questions-là avec des compétences en technologie et en production, c'est la condition sine qua non d'une expérience réussie de gauche en France. Et je ne vous fais pas le... Bon, on ne va pas résumer l'histoire, mais dans l'échec des expériences socialistes du XXe siècle, il y a beaucoup de choses, hein, notamment l'absence de liberté, tout ce qu'on voudra. Mais enfin, il n'y avait rien dans les magasins, hein, aussi. Et si la population chinoise aujourd'hui, en grande partie, il y a de la dissidence bien sûr, mais le gouvernement chinois est soutenu par beaucoup de Chinois. Pourtant, c'est une dictature, puis dure, oui, mais la grande majorité des Chinois font l'expérience que de nombreux besoins sociaux sont mieux couverts aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Et donc, il y a un deal. Et je m'arrête là. Une gauche de transformation sociale qui n'a pas de relation correcte avec la question de la production, donc de l'indépendance économique, avec la question de la détechnologie, parce qu'il n'y aura pas d'économie qui fonctionne bien en France sans de bonnes décisions sur les technologies. L'énergie est une des questions comment dire, sensibles de ce domaine. Et donc un rapport à la science et à la technologie qui passe par la compréhension de la nécessité de construire et d'accepter, quand c'est bien fait, les résultats des expertises publiques, des sciences et des technologies, ce qui signifie bien comprendre comment ça doit être construit et comment ça doit fonctionner, y compris connaître les gens qu'on peut mettre à la direction. Vous voyez, j'étais très inquiet à l'idée que Sarkozy nomme le président de l'autorité de sûreté nucléaire, avec toutes les conneries qu'il a fait là-dessus. Mais franchement, si c'est Mélenchon, ça me réjouit pas plus, quoi. Heureusement, pour l'instant, depuis la création de l'autorité de sûreté nucléaire comme autorité administrative indépendante depuis la loi de 2006, ce qui est assez étonnant et rassurant, c'est que les dirigeants politiques, les présidents de la République, qui sont décisionnaires dans ce domaine, n'ont jamais osé nommer quelqu'un d'autre que la personne fortement suggérée par le président sortant à la présidence de l'ASN. Très clairement, c'est Lacoste qui a fait monter Chevet pour lui succéder, et c'est Chevet qui a fait monter Dorochute pour lui succéder.
c'est pas si bien que ça. Parce que ça aurait été mieux si c'était le président de la République capable de savoir qui il faut mettre. Mais là, ils ont la trouille. Donc, du coup, ils ont tellement la trouille qu'ils suivent le conseil des experts. Mais il y a plein d'autres domaines où ça ne marche pas très bien comme ça. Voilà, je m'arrête là parce que j'avais dit que je ferais plus court, puis je n'ai pas fait plus court. Je suis désolé. Donc, ben voilà, on peut démarrer la discussion. Bien, merci, merci Sylvain. Je dois avouer que j'ai bu du petit lait, mais cela ne te surprendra pas. Bon, y a-t-il des questions? Moi, c'est une question qu'une appréciation. Hein. Je veux dire, moi, je te remercie d'abord d'avoir accepté de participer à nos rencontres et que tu nous y apportes, je dirais, une dimension qui n'est pas habituelle, je dirais, dans ces rencontres. Et tu nous interpelles vraiment sur des questions essentielles. Et je partage, hein, comme tu dis, qu'elles ne sont pas appropriées, je dirais, en tout cas, on n'en a pas une préoccupation suffisante au niveau des forces de gauche, y compris au Parti communiste auquel j'appartiens, évidemment. Mais merci quand même pour nous secouer un petit peu, enfin nous avoir un petit peu secoué d'une certaine manière et alerter, je dirais, sur la dimension des enjeux auxquels on est confronté. Et vraiment, j'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de te solliciter pour justement continuer à enrichir la réflexion et à approfondir ces questions-là. Voilà, pour l'instant, tu vois, j'en suis là. J'ai besoin de digérer un petit peu l'importance de ton alerte. Hein. Je t'avais écouté, évidemment, y compris à l'université d'été du Parti communiste il y a quelques années. Et puis, bon, on avait l'occasion de te recevoir à Bordeaux. Mais vraiment, ça m'apparaît tout à fait important, hein, ce que tu évoques. Et ça veut dire que le chantier est immense, enfin, il est énorme, quoi, hein, c'est-à-dire la hauteur des enjeux. Donc, il va falloir qu'on travaille, enfin, en tout cas qu'on essaye de travailler. On y contribue, hein, mais on a besoin d'y contribuer encore plus, je dirais, à cette démarche. C'est une vraie question. Enfin, moi, je donne par exemple enfin, une idée. Hein. Pendant très longtemps, je considérais, entre guillemets, j'avais une haine de l'élite. Et au sens, non pas du fait qu'existent des experts ou des gens plus qualifiés que d'autres, mais au sens du fait qu'elles ne se servaient pas, je dirais, de leurs compétences au service, je dirais, de la société en général, sauf dans leurs petits créneaux spécifiques. J'ai découvert, si tu veux, en travaillant à l'université, et j'ai vérifié tout ce que tu as évoqué hein, sur, je dirais, la connaissance tubulaire, une expertise très, très finalisée et l'insuffisance de transdisciplinarité. On a essayé, en tout cas, on a essayé dans les mots à l'université de décloisonner, mais on est loin du compte. Et je dirais les politiques d'excellence ne favorisent pas enfin, un décloisonnement, je dirais, des connaissances et des disciplines et un enrichissement mutuel, et y compris une élévation du niveau de conscience citoyenne, je dirais, de nos collègues scientifiques et universitaires. Pour autant, je trouve qu'il y a une évolution quand même hein, sur les 40 années de ma 47 ans hein, de carrière à l'université. J'ai vu les choses quand même bouger. Donc et je pense qu'il y a du possible. Aujourd'hui, on se préoccupe plus, alors de manière très limitée, mais quand même, c'est en train de bouger. On l'a évoqué un petit peu dans la discussion précédente, mais c'est loin du compte. Et donc, il y a effectivement besoin tout à la fois de développer, je dirais, les rapports entre experts et politiques, mais en même temps de développer les rapports entre experts et citoyens. C'est-à-dire qu'on a un double phénomène à démultiplier et merci pour ta contribution critique sur ces questions-là. Hein. Je veux dire, voilà, ce n'est pas des questions, tu vois, c'est plus une réflexion qui accompagne ton travail et ta réflexion. Voilà où j'en suis pour l'instant. Hein. J'ai envie de questionner mon ami Vincent parce qu'il est toujours très, à la fois
très attentif, je dirais, aux choses qui sont évoquées. Et puis, il a toujours un regard, je dirais, qui nous permet d'élargir encore, en tout cas, notre réflexion, de l'approfondir. C'est du brutal. D'abord, pour ce qui est de la méconnaissance des connaissances scientifiques, je dirais qu'effectivement, c'est beaucoup plus partagé que le bon sens que Descartes évoquait, et j'en sais quelque chose. Je voulais à ce propos quand même signaler que un philosophe comme Jean-Paul Jouary travaille depuis des années, à mon avis, depuis qu'il enseigne la philosophie, donc depuis longtemps, justement l'importance de la science et de la réflexion sur les fondements scientifiques absolument indispensables pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc ça, c'était une première remarque. La deuxième, c'est que je ne connais pas Sylvestre Huet autrement que comme l'auteur d'un article que j'ai contribué grâce à Jean-Claude à faire paraître dans Lormé, dans la revue Lormé, et effectivement qui posait des questions très importantes sur les rapports entre les connaissances scientifiques, leur vulgarisation et la nécessité absolue d'une véritable rigueur scientifique si on veut faire une vulgarisation de qualité. Il y a aussi autre chose sur quoi j'aimerais avoir son avis, son opinion ou ses propositions, puisqu'il a été pas mal question d'énergie et avec quelle énergie dans la fin de ton intervention. Ce que je voulais savoir, c'est si tu pensais que dans le domaine du nucléaire, bon, ça au moins je savais que les conséquences sur l'effet de serre étaient quand même pas trop évidentes. Heureusement, évidemment, il y a la question des déchets et les questions de la fission nucléaire. Et je discutais, sans bien comprendre, avec une jeune mahoraise extrêmement brillante et qui est en train de faire sa thèse et qui me disait qu'elle était à Orsay, qui me disait que, à son avis, il y avait la possibilité comment dirais-je, de créer les conditions pour limiter l'impact des déchets pour les transformer, mais que cette recherche était une recherche à très long terme et que les moyens n'étaient absolument pas donnés pour des recherches à long terme dans ce domaine. Alors, je voulais savoir, de ce point de vue, si tu pouvais apporter quelques éléments de réponse. Je vais le faire en utilisant ça comme illustration, quoi, des idées que j'ai développées. Par exemple, on a tous les pays qui ont utilisé du nucléaire pour faire de l'électricité, nécessairement, aujourd'hui, doivent gérer ce qu'on appelle les produits de fission, c'est-à-dire les atomes très radioactifs issus de la fission de l'uranium, et dont on n'a pas d'usage énergétique ou autre en perspective. Est-ce que c'est un problème rédhibitoire qui doit incliner à ne pas utiliser cette énergie, ou est-ce qu'il existe des solutions de gestion de ces déchets à la hauteur de la durée de leur dangerosité, qui n'est pas éternelle, mais qui peut être très longue, qui peut se compter en centaines d'années pour certains des atomes, les plus radioactifs et les plus dangereux d'ailleurs, et qui peut se compter en milliers d'années ou en dizaines de milliers d'années pour les atomes qui sont en réalité peu radioactifs. C'est pour ça que ça dure très longtemps. Mais comme ça dure très longtemps, il faut trouver une solution qui soit à cette dimension-là temporelle, une solution pour les éloigner de la biosphère des êtres vivants.
Pour répondre à la question, il faut des connaissances extrêmement diverses. Il faut de la géologie, il faut de la physique, il faut de la chimie, il faut de la technologie minière. Et donc, personne ne peut disposer de toutes ces connaissances en même temps. Si vous posez la question du point de vue du principe, par exemple, de la gestion de ça en couche géologique profonde, en réalité, un étudiant en première année va répondre que sur le principe, bien sûr que c'est possible. La preuve, c'est que l'uranium n'est pas sorti du sous-sol sans qu'on aille le chercher, ou alors quand il sort, c'est par des processus naturels et ça fait partie de la radioactivité naturelle qui est à un niveau, à une intensité qui n'est pas vraiment dangereuse pour un être vivant. Mais cette connaissance basique, qui est que, oui, il y a des endroits sous terre où on peut mettre quelque chose, des atomes radioactifs de type produit de fission, qui vont y rester, qui peuvent y rester des millions d'années, donc beaucoup plus que nécessaire. Cette connaissance de base, elle est partagée par qui ? Par les gens qui ont fait au moins une première année d'études en sciences de la Terre à l'université, éventuellement quelques grandes écoles d'ingénieurs. Donc on est dans le moins de 1%. Tous les autres citoyens, tous les autres décideurs politiques qui n'ont pas cette formation-là devront faire confiance à une expertise publique qui leur dira « oui, d'après la science, on peut faire ça ». Et donc, la question, c'est comment on construit une expertise publique dans laquelle on peut avoir confiance. Et cette question de la confiance, elle est évidemment liée d'abord à la compétence. Il faut que les experts soient compétents dans le sujet sur lequel on leur demande d'être experts. Mais il faut aussi qu'on ait confiance dans leur probité, pour parler vite, avec un mot large. Ils vont dire la vérité. Ils ne vont pas la cacher. Or, on vit dans un monde où, je ne vous la fais pas sur les eaux glacées du calcul égoïste, oui, s'il y a des enjeux financiers et sociaux très importants, vous pouvez avoir des forces, des acteurs sociaux qui vont avoir envie de mentir. On l'a vu dans le domaine du climat, il y a des entreprises qui ont dépensé des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour tromper la société sur la crise climatique. Et puis vous avez des individus comme Claude Allègre ou Vincent Courtillot qui ont fait la même chose, mais sans que ça soit un problème d'argent, par conviction idéologique. Donc ce n'est pas du tout facile de construire une expertise publique dont on puisse avoir confiance. Je vous donne un autre exemple douloureux. Le problème de l'amiante et des risques sanitaires de l'amiante, notamment pour les travailleurs du bâtiment, la construction navale, etc. Au moment où il existe dans la littérature scientifique médicale des choses très claires sur la dangerosité, on a en France des industriels qui organisent une sorte non pas d'expertise, mais de contre-expertise pour duper l'opinion publique et surtout les décideurs. Donc les industriels mettent de l'argent, ils font appel à des gens. Dans les gens, il y a des syndicalistes, il y a des médecins qui arrivent à s'auto-persuader, les uns parce qu'ils ont peur du chômage, les autres parce qu'il y a des arguties scientifiques, etc., qu'on peut dire à l'État que ce n'est pas dangereux, qu'on peut continuer avec l'amiante. Et en face de ça, l'État, non seulement ne demande pas assez vite, parce que ça sera fait qu'en 1997, au corps d'expertise capable de le faire, c'est-à-dire l'INSERM, une expertise de la science mondiale sur l'amiante qui aboutira à « faut arrêter », et on va d'ailleurs payer ce retard de plusieurs milliers de cancers chez les travailleurs les plus exposés. Mais en plus, ce qui se passe, c'est que ce fameux comité amiante mis en place par les industriels pour duper l'État et l'opinion publique, il est fait après une discussion de café, de restaurant, avec le directeur ça devait s'appeler l'INRS à l'époque, qui donne en gros une sorte d'accord verbal aux industriels pour faire ça, à rebours complet de sa fonction.
qui est de protéger la santé publique. Et pire, on apprendra de la bouche de Martine Aubry, quand elle sera mise en cause dans le procès de l'amiante en tant que directrice générale de la Santé, qu'elle ne savait pas que des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé allaient clandestinement, mais sur leurs heures de travail, aux réunions du comité amiante et n'en rendaient pas compte au ministre. Un truc de dingue quand même. Mais là, on est dans quoi? On est dans un dysfonctionnement de l'État. Mais l'origine de ce dysfonctionnement, c'est le pognon, évidemment. Hein. Et du point de vue de l'État et des gens qui participent, c'est l'idée que on ne va pas dire que c'est dangereux parce qu'il y a des enjeux de pognon et économique. Donc c'est vraiment la question, ça rejoint avec la problématique de la fraude en sciences. Hein. Bien évidemment, la fraude, c'est un problème académique, ça ok, mais en tant que problème académique, il sera toujours un jour ou l'autre réglé. Parce que si quelqu'un a fait une manip où il a introduit des fausses valeurs, si le problème est scientifiquement important, un jour ou l'autre, quelqu'un refera la manip ou essaiera d'utiliser les résultats pour faire quelque chose et ça ne marchera pas. Et donc, un jour ou l'autre, on dévoilera la fraude. Hein, il y a des fraudes célèbres qui durent longtemps, mais en réalité, elles durent de moins en moins longtemps, dès lors qu'elles concernent un sujet sur lequel on reproduit. En revanche, quand il faut prendre une décision politique d'usage ou non-usage d'une technologie ou d'un matériau, etc., on n'a pas le temps d'attendre que la marche normale de la science règle le problème. On a besoin de savoir tout de suite. Et donc, si c'est vrai ou si c'est faux, et s'il y a un mensonge ou pas. Et donc, la problématique de la fraude, pour son importance sociale, elle est liée aux décisions d'usage des technologies. Et c'est pour ça que ça doit être une exigence très forte de la société d'avoir un monde académique qui combat vigoureusement la fraude. Et ce n'est pas un hasard si à la fois le gouvernement, notamment après le rapport de Mandon, enfin les décisions de Mandon après le rapport Corvol, s'est senti d'une certaine manière obligé de mettre en place l'Office français de l'intégrité scientifique et dans le même temps ne lui a pas donné les moyens de faire vraiment le boulot. Hein, ils sont très ambigus là-dessus. Et puis, bon, je ne développe pas, mais c'est très compliqué. Voilà, donc moi je dirais que le cas de la technologie du nucléaire, qui est une technologie très puissante, et comme la quasi-totalité des technologies très puissantes, ça va avec du danger. Si vous faites le barrage des Trois Gorges, hein, en Chine, il est très puissant, il fait quand même des gaz à effet de serre, mais bon, évidemment beaucoup moins que la même chose en charbon ou gaz. On a quand même déplacé pour le faire 3 fois plus de gens que l'accident de Fukushima Daiichi. Puis c'était la méthode chinoise, hein, pas japonaise. Et puis si un jour il pète parce qu'on a mal fait l'accrochage sur les rochers pour des raisons de pognon, ça sera horrible. Hein, donc la puissance va avec le danger. Donc pour le nucléaire, on a déjà fait l'expérience, notamment avec Tchernobyl, que ça peut être grave. Et donc il faut mettre des moyens de contrôle du risque qui sont au niveau du risque. Alors après, techniquement, sur les déchets, j'ai travaillé le sujet, je vous dirais que ce n'est pas ça qui m'empêche de dormir. C'est plutôt les centrales. Hein, parce que les produits de fission, on sait comment les conditionner pour que ça soit extrêmement stable et résistant aux chocs, aux agressions, etc. Et l'idée de les mettre en couche géologique profonde à un endroit où la géologie fera que même quand absolument toutes les barrières techniques auront été totalement dissoutes par la corrosion, ça restera suffisamment longtemps à cet endroit-là. Ça, c'est de l'hydrogéologie, hein, qui est la connaissance qui permet de le savoir. Il faut le faire très, très, très soigneusement, mais ce n'est pas là qu'est le problème de sécurité du nucléaire. Le problème, c'est le fonctionnement des centrales. Mais encore une fois, vous voyez bien que ça ne peut fonctionner qu'à la confiance ou à la défiance. La masse des citoyens ne vont pas vérifier les connaissances utilisées dans ce genre de dossier. C'est complètement impossible.
Philippe Brunet. Voilà. J'ai des petits problèmes hein, de connexion, quoi. Donc des fois j'entends, des fois j'entends pas. Bon, en tout cas, voilà, moi je voulais aussi réagir un petit peu quoi, à cette intervention sur plusieurs aspects. Alors, je pense que c'est important effectivement de souligner qu'objectivement, le domaine des connaissances scientifiques s'accroît exponentiellement, comment dire, de manière à la fois très, très rapide et en quantité exponentielle. Bon. Et donc, ça pose un problème de masse, un problème de société entre précisément ce corpus scientifique qui s'accroît mondialement et les sociétés organisées en nations, entre États, etc. Bon. Ça pose même des problèmes, et Sylvestre Huet l'a dit, ça pose des problèmes même à l'intérieur de la science. C'est-à-dire qu'un scientifique qui, au fond, ne reste qu'un individu, hein, déjà une bonne dizaine d'années, où certains scientifiques me disaient de toute façon, c'est impossible de suivre tout, quoi, hein, avec 10 000, plus de 10 000 publications par an sur un domaine, bon, ça devient difficile. Oui. C'est bon, tu es revenu. C'est bon. Voilà, donc il y a vraiment un problème objectif qui se pose à la fois dans le rapport, on pourrait dire, science-société, je dirais même, c'est trop vague, science-société, y compris science-industrie, etc. Et puis, science, on va dire, citoyenneté, voilà, et y compris à l'intérieur même de la science. Bon. Donc, normalement l'expertise, c'est-à-dire l'institution expertise scientifique qui prend différentes formes est d'une certaine manière là pour tenter je dirais, de colmater en quelque sorte ces brèches, enfin, ces difficultés plutôt. Bon. Et c'est évident que l'institutionnalisation de l'expertise scientifique, bon, que j'ai pas mal alors pas en détail, mais quand même sur certains thèmes, y compris justement le nucléaire, voilà, ou d'autres domaines ayant trait à ce dont je vous ai parlé, montre bien qu'il y a voilà, des formes d'organisation, d'institutions qui s'instituent, voilà, et qui servent en quelque sorte de lien, de pont entre la science et d'autres domaines via en particulier le politique. Voilà. Bon. Mais c'est insatisfaisant. C'est insatisfaisant pour les réponses déjà qui ont été apportées par Sylvestre Huet. C'est-à-dire que, y compris l'expertise scientifique peut être tout à fait discutée justement parce qu'elle est expertise et donc elle peut être faussée bon, à travers les exemples qu'il a dit, y compris l'amiante, on peut faire remonter ça au début du XXe siècle. Hein. Donc on sait depuis le début du XXe siècle que l'amiante est dangereuse pour la santé. Donc c'est pas du tout nouveau, quoi. Hein. Voilà.
ce malthusianisme, oui, il est d'une certaine manière construit, élaboré, mais pas que. C'est-à-dire qu'il est lié aussi à des contraintes objectives que je viens de rappeler. Donc, comment essayer aussi, par exemple, dans des sociétés développées comme les nôtres, comment essayer de, je dirais, limiter la casse. Donc, limiter la casse, ce n'est pas nécessairement d'arriver à un citoyen omniscient. Ce n'est pas ça le problème, puisque même les scientifiques ne peuvent pas être omniscients. Bon. Mais c'est plutôt, et je crois que c'est un impératif, véritablement un impératif qui permettrait aussi de jouer sur les transformations de nos rapports sociaux. C'est-à-dire, alors, pour le coup, les gauches, ou la gauche, je ne sais pas, voilà, devraient revendiquer aujourd'hui un véritable tiers-temps social pour justement les questions alors, liées à des dimensions technologiques, scientifiques, propres à nos vies, quoi, hein, propres à nos vies sociales. Comment on peut, dans tous les cas, même avec un citoyen qui serait passé à travers le filtre d'une bonne éducation, comment un citoyen lambda peut effectivement, s'il est actif, son temps privé, son travail, pour se pencher de ces questions-là. C'est impossible, c'est quasiment de toute façon impossible. Donc, je pense qu'il y a une vraie revendication sociale, je pense qu'il y a une vraie revendication sociale à développer cette idée que, le temps de travail nécessaire dans lequel on est comment dire, hors comment dire, hors de possibilité d'atteindre un autre temps qui serait un autre temps social aussi, hein, qui sont là. Alors, je ne parle pas d'organisation, je ne sais pas comment ça pourrait s'organiser, mais en tout état de cause, tant que les actifs, tant que les salariés, la grande masse des actifs sont des salariés, travaillent encore 35 heures par semaine, avec en plus les délais de transport, etc., on voit mal comment on peut véritablement dégager, je dirais, un nouveau temps social. Alors, donc moi, ça c'est une idée que je n'ai pas formulée par écrit, mais que j'ai dans la tête depuis déjà longtemps. Voilà, c'est de réussir à dégager ce que j'appellerais un tiers-temps social qui viendrait se mettre à côté du temps social de travail, d'activité de travail, et du temps social strictement, on pourrait dire, privé, quoi, hein, des loisirs. Or, en fait, eh bien, les individus, les citoyens qui veulent se préoccuper de ces questions-là sont obligés, en quelque sorte, de manger sur leur temps de loisir, quoi, hein, pour essayer un petit peu d'aborder ces questions-là. Et on peut très bien comprendre pourquoi, à travers ça, par le manque aussi de temps, le manque de disponibilité, finalement, d'une certaine manière, c'est plus simple de laisser faire jusqu'au moment où se posent des problèmes, jusqu'au moment où se posent des problèmes sociaux. C'est-à-dire, bon, là, le tout petit exemple que je notais, mais il y en a des milliers et des milliers. Voilà, il y a par exemple une technologie qui vient s'implanter près de chez soi, et puis, voilà. Bon, on se dit, quelles conséquences ça va avoir sur ma vie. Bon, voilà. Mais sinon, effectivement, on est dans une situation où les individus sont conduits à dire, mais c'est le système qui conduit à ça, les individus sont conduits à dire, ce n'est pas fait pour moi, donc je ne m'en préoccupe pas. Voilà. Et y compris, je dirais,
intéressé par les questions de sciences, de technologie, parce qu'il faut y investir nécessairement du temps, que par d'autres questions, je dirais, un petit peu plus faciles d'aspect. Bon, voilà, donc c'est quelque chose qui est, je crois qu'il faut le voir, pas simplement comme des souhaits, comme des désirs ou comme des refus, etc. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à l'apparence des choses, montrer comment ce rapport aux sciences et aux technologies telles que nous les vivons actuellement nous disent ce que sont nos rapports sociaux de production et d'échange. C'est-à-dire qu'il y a une véritable congruence entre nos rapports sociaux de production et d'échange sous le capitalisme et cette impossibilité finalement structurelle à pouvoir aborder en tant que citoyens multiples, en quelque sorte, ces questions-là. Alors même qu'elles sont au centre précisément de ce qui se produit par la dite innovation, etc. Voilà, donc on est face à un problème très très lourd et je suis complètement d'accord avec l'idée que les partis politiques, enfin en tout cas pour ceux qui me sont chers, doivent résolument aborder ces questions-là en termes véritablement politiques, pas simplement en termes, on pourrait dire, voilà, c'est bien de connaître telle ou telle chose, mais se dire, voilà, on cherche à avoir, on cherche à prendre la mesure en quelque sorte de quelque chose qui se passe, voilà, et tout simplement parce que les avancées technologiques dans le système dans lequel on est, de toute façon, ne cesseront pas. Elles ne font que s'accélérer. Voilà. Et le deuxième aspect que, si j'ai insisté sur Dewey, parce que chez Dewey, alors que je suis marxiste, hein, ou enfin en tout cas, voilà, marxien, bon, mais si j'ai insisté sur Dewey, c'est parce que dans un certain nombre d'écrits, Dewey, je dirais à l'encontre d'ailleurs de la manière dont les sociologues français l'ont introduit en France, ils ont masqué toute une part de Dewey qui a trait à sa critique du capitalisme industriel aux États-Unis et donc autour des questions d'éducation. Et donc ce clivage sur lequel il mettait l'accent entre voilà, sciences sociales et sciences de la nature. Et moi, je suis entièrement d'accord avec lui. On peut toujours savoir, ça peut toujours être intéressant, je dis bien du point de vue du citoyen, hein, de savoir comment fonctionne une centrale nucléaire, par exemple, ou autre chose. L'important, social, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la pensée de l'ingénieur, je mets ce terme au sens large, la pensée de l'ingénieur a été construite aussi dans le cadre de ce clivage très profond. C'est-à-dire que l'ingénieur, quand il pense sa technologie, il ne pense précisément que sa technologie. Mais il ne pense pas à sa technologie insérée dans des rapports sociaux. Et c'est ça le vrai problème aussi. Mais parce qu'il a été formé comme ça, et pas autrement. Et donc, on revient sur les questions d'éducation. Bon, je vois que c'est
Je ne sais pas si vous m'avez entendu. À peu près, sauf un petit peu sur la fin, mais je crois qu'on a compris l'essentiel de ta pensée. Sylvestre, peut-être pour non pas conclure, mais disons en tout cas terminer, je dirais, cette séance. Bon, juste un mot très rapide. C'est un sujet qui doit être discuté dans les partis politiques. C'est clair. Notamment ceux qui nous intéressent, hein, ceux qui veulent changer la société. S'ils ne le font pas, alors qu'ils n'ont pas très envie de le faire, ce qui est normal, ça ne rapporte pas une voix, ça ne rapporte pas une notoriété, rien à un député insoumis ou communiste ou de travailler sur les questions de technologie, d'aller à l'OPEX, par exemple. La seule chose que ça peut faire, c'est permettre à sa force politique d'avoir dans l'opposition des opinions et des propositions qui correspondent aux enjeux et de se préparer à exercer le pouvoir. Donc, autrement dit, c'est primordial, évidemment. C'est primordial, mais à court terme, ça ne rapporte rien. J'ai participé aux journées d'études du groupe parlementaire communiste Sénat et Assemblée nationale à Martigues. J'étais fin août ou début septembre, je ne sais plus. Ils faisaient leur journée d'études annuelle. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des députés, des sénateurs qui essayent de se mettre dans cette perspective-là sur les technologies ou comme sur d'autres d'ailleurs, hein, c'est-à-dire de pouvoir dire dans l'opposition ce qu'on fera vraiment quand on sera au pouvoir, et de manière aussi à le savoir, pas seulement de le dire. Il y a eu un travail, par exemple, pour faire un contre-plan de sortie de crise, au niveau qui ne soit pas un plan de relance de l'économie capitaliste, mais un plan de transformation de la société dans la perspective politique et sociale qui est celle du groupe communiste. Franchement, s'il n'y avait pas eu les assistants parlementaires pour travailler, le plan, il n'aurait pas été ce qu'il est. Il est pas mal, hein. Mais je remarque par exemple que, je prends qu'un seul exemple, c'est celui du climat. Il y a un truc assez formidable. C'est que Macron, c'est un mélange curieux de technocratisme et de, quelque part, un politicien de province. Hein. Il n'a pas du tout de vision long terme, hein, ou en rupture. OK. Mais il a un petit côté technocrate, reconnaissance de l'importance du savoir. Il a un petit côté giscardien. Et donc, il a mis en place un corps d'expertise pour lui, pour le président, pour le gouvernement, sur le climat. C'est le Haut Conseil pour le climat. Et donc, il se trouve qu'ils ont bien choisi les personnes. Ils ont fait un corps avec très peu de gens, sur une dizaine, et du coup, ils n'ont pas cherché à être un truc représentatif des différentes opinions, etc. Ils ont pris que des gens vraiment compétents. Et le résultat est détonnant. Moi, je vous conseille, ça fait 3 ans que le Haut Conseil pour le climat existe, je vous conseille d'aller lire les rapports du Haut Conseil pour le climat, y compris les versions grand public qu'ils ont faites. Parce qu'en réalité, ce que l'expertise du Haut Conseil dit, c'est la politique climatique du gouvernement, ça ne va pas, parce qu'elle ne va pas au niveau nécessaire par rapport aux accords de Paris, etc. Et il dit pourquoi très précisément. Et quand on regarde le détail, ce qu'il dit sur l'empreinte carbone, donc le problème des importations, ce qu'il dit sur les conditions sociales d'acceptation de la sobriété, etc., etc., en fait, il dit des choses qui sont, entre guillemets, révolutionnaires. Alors, c'est exprimé dans un langage extrêmement expertise technique, mais en réalité, ça veut dire ça. Notamment, ça veut dire qu'il faut arrêter avec le libre-échange mondial, dans n'importe quoi. Enfin, c'est très anticapitaliste, en fait. C'est assez drôle, parce que à aucun moment,
présenté comme ça, bien évidemment. Hein, mais parce qu'en réalité, on ne peut pas construire une politique climatique qui ne soit pas contre les inégalités sociales, qui ne soit pas contre le libre-échangisme mondialisé sans règles environnementales, etc. etc. Et voilà, donc du coup, dans le travail des députés communistes, il y avait en référence au travail du HCC des propositions qui correspondent à ce que le HCC a dit. Par exemple, ce truc tout simple, obligation législative de vérifier la compatibilité des budgets et des lois avec, non pas les objectifs climatiques d'une manière éthérée, générale, mais avec les chiffres de la stratégie nationale bas carbone. Parce que c'est ça qui est dingue. La France, les députés français, ont voté un document qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone, SNBC, dans laquelle il y a les chiffres année après année et secteur émetteur de gaz à effet de serre par secteur, industrie, transport, logement, etc., qui arrivent à la neutralité carbone en 2050. Et bien évidemment, depuis qu'on a voté le truc, chaque année, on ne le fait pas. Hein. Enfin, cette année, on va le faire à cause de la Covid. Mais donc, ce qui est très fort, c'est qu'on peut dire politiquement qu'il faut vérifier la compatibilité de chaque budget de chaque année de l'État et de chaque loi avec ses objectifs chiffrés. Et donc, le groupe communiste a repris ça, parce que c'est une revendication du HCC, de faire ça. Alors après, comme on constate qu'on n'y arrive pas, il y a que deux solutions. Soit on renonce aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone, donc on déchire tout ce qu'on a signé à l'accord de Paris, et on déchire toutes les annonces officielles sur les objectifs climatiques de la France. Soit on fait autre chose, et éventuellement ça peut être utilisé par des forces politiques. Moi j'avais suggéré un truc un peu provocateur, mais qui a été repris par dans certains endroits, c'est de dire qu'un dirigeant politique, un élu, un député qui est dans la majorité parlementaire ou dans l'exécutif, un ministre, le président de la République, qui n'atteint pas les objectifs de la stratégie nationale bas carbone à la fin de son mandat, il n'a pas le droit de se représenter aux élections suivantes. Il perd ses indemnités. Je ne sais pas s'il perd ses indemnités, mais il n'a pas le droit de se représenter. En rappelant que c'est eux-mêmes qui ont fixé les objectifs de la SNBC. Hein. Ça ne leur a pas été imposé de l'extérieur. C'est assez drôle parce que ça ferait un grand ménage général à chaque élection dans les années à venir. Mais voilà, il faut absolument travailler ça. Il faut qu'on ait des dirigeants politiques qui soient experts en expertise scientifique et technique. Vous voyez, par exemple, la loi qui instaure l'autorité de sûreté nucléaire de 2006, qui a été préparée sous la gauche puis votée sous la droite. Un jour, j'ai demandé à un député, à ton avis, il y a combien de députés qui sont capables d'en expliquer les principes à un électeur à brûle-pourpoint? Il m'a dit 20. Voilà, c'est-à-dire que moi, ça ne me gêne pas qu'un député ne connaisse rien à la physique nucléaire. En revanche, il doit être très compétent sur la loi qui organise la surveillance du risque nucléaire, parce que c'est ça son job. On a pris cet exemple-là, mais on peut prendre évidemment l'ensemble des questions à résoudre, notamment dans la sphère de la production. Voilà, je m'arrête là. Écoute, merci. Jean-Claude, le dernier mot peut-être Ah non, moi je suis très heureux d'avoir réécouté Sylvestre et vraiment, merci Sylvestre. Merci Sylvestre, merci Philippe et merci à ceux qui ont résisté et qui ont participé à cette séance. Elle a été enregistrée, donc elle sera disponible. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de tous les deux de vous rencontrer à nouveau dans d'autres initiatives avec, j'espère aussi, plus de participants. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à gagner. Donc, bon appétit à tous. Hein, et puis, à 14h, on reprend nos travaux. Au revoir à tous, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Voilà.